j'en attendais pas grand-chose et j'avoue que j'étais un peu surpris, moi qui n'aime pas vraiment les 2 premiers films, mais il faut pas déconner quand même, ça reste une série assez surcotée. Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Bah ça va et toi ? Ça va, écoute, là je suis prêt à parler de Clown Tueur. Voilà, bon, la saison est passée, malheureusement, c'est Noël. Donc, Oui. mais voilà, c'est la série, elle se finit là. Écoute, voilà, elle se finit à Noël, elle se finit pas à Halloween. Bon, j'allais imiter le clown ça, mais je crois que bon, j'ai pas envie de me faire humilier sur Internet, voilà, encore, ça va aller. Ouais, ça, les clowns, Stephen King, je crois que, bon, j'en ai pas besoin de présenter, je pense que tout le monde connaît au moins de nom ou l'imagerie ou quoi, parce que c'est quand même, le clown Pennywise, il a quand même marqué la culture tout simplement et l'imaginaire collectif, hein, et ce depuis, quoi, 40 ans maintenant, 45, 50 ans même peut-être, depuis le bouquin, quoi, parce que le bouquin était un énorme succès et a beaucoup marqué, puis après il y a le fameux téléfilm, qui a marqué, et puis les films, voilà, on va en reparler, qui ont été un gros succès. Alors, n'hésitez pas, voilà, à liker, à mettre 5 étoiles à notre podcast. Voilà, j'en profite pour le dire maintenant avant de commencer, parce que c'est super pour le référencement. Ça, chapitre 1 et 2, les 2 films qui sont sortis respectivement en 2017 et 2019, je crois, un truc comme ça, et bah, ils ont été faits par un homme, Andy Muschietti, voilà. Andy Muschietti s'est fait connaître par un film qui s'appelle Mama. Voilà, Mama, c'est un film qui a gagné, il me semble, des prix en festival et à Gérardmer surtout, je crois. Alors que moi, je trouve, overhypé, alors que c'est un film qui est vraiment très très mid. Je trouve Mama, quand je l'avais vu, ça, j'avais pas du tout aimé, pour le coup. Et il a fait The Flash. Je sais pas si tu connais The Flash. Si, je connais très bien. J'étais sorti très énervé de ma séance de The Flash à l'époque, il y a 2 ans. Donc oui, je connais très bien. Ouais, bon après, The Flash c'est peut-être le film qui lui ressemble entre guillemets le moins, dans le sens où, voilà, c'est un film qui a eu énormément de problèmes de production, il est venu en tant que réal, mais en tant qu'exécutant dessus, donc bon, il a pas rehaussé le film du tout, mais bon, on peut pas non plus dire que la catastrophe qui était The Flash est entièrement sa faute, voilà, faut être un peu honnête, bien que j'aime pas ce réalisateur particulièrement. Ça, c'est aussi le téléfilm des années 80-90, je sais plus, tu l'as vu, je l'ai vu. T'as été traumatisé comme tout le monde? Je ne l'ai jamais vu, sur le coup. Ah ouais? Donc le téléfilm en 2 parties. Non, je l'ai jamais vu. Mais je l'ai vu à un bout quand je suis revenu de ma séance de ça, donc le film de 2017. Je suis revenu chez moi, j'ai allumé la télé et il y avait le téléfilm à la télé. Voilà. C'est rigolo comme anecdote. Bah écoute, j'ai cru qu'on en avait parlé, que tu l'avais vu, je sais pas pourquoi. J'étais persuadé. Non, je ne l'ai jamais vu. J'ai vu des extraits un peu. La dernière fois, j'ai regardé un peu comment ça se finissait sur YouTube, des trucs comme ça. Mais moi, je l'ai jamais vu sérieusement, quoi. Bah après, mais je crois que c'est plus marqué comme une mini-série que comme un téléfilm. En tout cas, c'est la même chose en tout cas, parce que c'est en 2 parties, etc. Et c'est fait par Tommy Lee Wallace, celui qui a fait Halloween 3 là. Enfin bref, voilà, réalisateur que j'aime pas particulièrement. Et moi, oui, effectivement, bah je l'ai vu quand j'étais jeune à la télé, etc. Et ça m'avait un peu trauma, hein, voilà, de voir Tim Curry dans le rôle du clown Pennywise. Et il était assez effrayant, quoi, assez. Mais parce qu'en fait, il faisait vraiment vrai clown, en fait, réel, quoi. En fait, Tim Curry, il était incroyable. En fait, dès qu'il apparaît à l'écran, il bouffait totalement l'écran, et c'est vrai que ça m'a marqué. Après, j'ai entendu beaucoup de gens en reparler et dire qu'en fait, c'est pas si bien que ça, le téléfilm. Il nous a marqué parce qu'il y avait Tim Curry, mais qu'en fait, en termes de mise en scène, etc., c'est pas la folie, quoi. Ah bah, quand je revois les extraits, oui, c'est très basique. Hein, oui, c'est très télévisuel, etc. Ça fait très téléfilm. Voilà. Donc bon, mais après, il a quand même marqué son temps, parce que voilà, on a toute une génération qui a été effrayée par les clowns, et aujourd'hui encore, je veux dire, les clowns, ça fait peur, et je pense que ça, le Stephen King surtout, on va dire, ça a beaucoup travaillé sur l'imaginaire des gens, quoi. Je crois que c'est un de ses plus gros succès à Stephen King, ça. Ouais, mais après, le problème, c'est qu'il a 50 milliards de gros succès, ce mec, donc tu veux dire, lui, bon, voilà, c'est ça, quoi.
Ça, voilà, le chapitre 1 qui est sorti en 2017 par Andy Muschietti, c'était le plus grand succès commercial pour un film d'horreur. Bon, ouais, sans compter l'inflation, nanana, mais bon, bref, au box-office, il a tout cartonné. Je sais plus, il est à 700 millions, un truc comme ça. Enfin, c'est une folie ce qu'il a rapporté pour un film d'horreur. Et moi, je pense que c'est un film qui est arrivé pile au bon moment, en fait, parce qu'il a, ça a été dit, hein, mais très l'esprit Stranger Things, en fait. Des gamins sur des vélos dans les années 80. En plus, ils ont transposé le récit des enfants dans les années 80, puisque les enfants, normalement, dans le bouquin, bah, ça se passe dans les années 60, en fait, pour les enfants. Mais là, ils ont transposé dans les années 80. Enfin, bref. Et, ce qui est logique pour amener à une suite qui était plus à notre époque. Puisque c'est pour le coup arrivé à la même année, à peu près, je crois. Écoute, moi je vais te dire pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait ça pour surfer sur les années 80 plus qu'autre chose. Je pense que c'est pour ça. Et ouais, mais on m'avait dit que genre Finn Wolfhard avait été casté avant. Oui, il a été casté avant Stranger Things, mais c'est là que je dis qu'il arrive au bon moment. Mais c'est comme Jurassic World et Star Wars 7. Hein. Ils ont pas, l'un a pas engendré l'autre, mais ils sont arrivés pile au même moment parce qu'il y avait cette. De toute façon, Stranger Things, Jurassic World, Star Wars, là, ça, c'est la même mouvance de ramener, d'avoir un cinéma ou des séries nostalgiques des années 80, quoi, très Amblin en plus. Enfin, voilà, il y a l'un n'a pas engendré l'autre, mais ils sont arrivés au même moment pour une raison aussi, c'est qu'il y avait un mouvement qui se dirigeait vers là, quoi. Et moi, le premier chapitre 1, je le déteste pas, voilà, je l'aime plutôt, enfin, ça va. En fait, je veux pas dire que je l'aime bien, je trouve pas que c'est un bon film non plus, mais je trouve que ça va. C'est-à-dire qu'il y a un bon groupe de jeunes, en fait, qui fonctionne super bien, qui est hyper drôle et touchant, et c'était ce qui avait été beaucoup apprécié, quoi, dans le premier, ça. C'est-à-dire, c'est cette bande de gamins, quoi. C'est que ça marche super bien, ça parle de bullying en plus, même si le bully, en revoyant, je le trouve pas très réussi, pas très vraisemblable et tout. Ah, non. Il est très compliqué. Mais en tout cas, les gamins, en soi, je les trouve que ça, en fait, ils ont une super alchimie, quoi. Ils sont caractérisés hyper bien, ils ont tous des traumas, etc. Et l'horreur est plutôt, ouais, mieux que dans le 2, je dirais. Même si, il y a un truc que, quand j'ai revu, qui m'a surpris, c'est la violence sur les enfants. C'est-à-dire que, c'est très propre au final, c'est pas si choquant que ça en fait, la violence sur les enfants. Il y a la scène d'intro qui est légendaire et qui marche super bien sur le Georgie qui se fait tuer, mais en fait dans le reste du film les enfants ils se font pas, enfin, j'avais un souvenir, en tout cas je sais pas pourquoi. Mais non, mais il leur fait peur, mais il les bute pas, enfin, je sais pas, moi aussi j'avais un souvenir assez violent du film, et quand je l'ai revu, en plus là qu'on enregistre, je l'ai vu hier, et ouais, j'ai trouvé un peu soft Pennywise sur le surtout coup, quand tu compares à la série, que on va y revenir après, c'est beaucoup plus soft, quoi, même s'il y avait des très bonnes idées dans les faits que, ça je crois que ça vient du livre, mais que les peurs des enfants se soit reflété par le clown Pennywise, leur trauma, leur histoire, et Pennywise se sert de ça pour leur faire peur en fait, et ça c'est ça qui est une bonne idée, c'est que c'est un catalyseur en fait qui révèle entre guillemets les cassures de la société américaine, quoi. C'est vraiment ce symbole là, quoi. La fille elle a tout ce passage avec le sang qui lui rappelle ses règles, etc. Le clown du groupe là qui est joué par Finn Wolfhard, qui va littéralement se faire hanter par un clown, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Le mec qui est hyper hypocondriaque là à cause de sa mère, qui voit un espèce de gros malade pustulant de partout, enfin ça joue vraiment sur ça. Ouais. Et Pennywise il est super, il régale, quoi. Bill Skarsgård, et on va le redire après, mais c'est qu'il est, oui, c'est un super chouette casting, ils ont réussi à réinventer le clown. Il est pas vraiment pareil que celui de Tim Curry. Tim Curry, il faisait très réaliste, etc. Là, on est dans un contexte qui est beaucoup moins réaliste, un peu plus, il fait flipper direct. Un peu plus grotesque, etc. Et donc, bon, c'est vrai que quand tu vois le truc, tu te dis, mais comment les enfants tombent dans le piège? Mais ça marche quand même. Il est vraiment effrayant. Il a une tête, voilà, enfin, il est vraiment iconique très très rapidement. Après, je trouve quand même que le film, c'est un peu du Conjuring un petit peu au rabais quand même, et que ça devient assez répétitif, même si le premier, je le regarde vraiment sur des plaisirs, pour le coup, It Waste. Ouais, c'est un peu le même cas pour moi. Enfin, je disais, je l'ai vu là, je l'ai revu, et ouais, je le trouve toujours sympa, mais je l'ai revu un peu à la baisse, parce que j'en avais un très bon souvenir quand je l'avais vu en 2017, et quand je l'ai revu, je me suis dit, ouais, c'est un film d'horreur sympa. Quand même, donc c'est quand même bien, mais parce que ouais, comme t'as dit, la bande d'ados est super, ils sont vraiment intéressants, ils sont attachants et tout, mais même s'il y en a 2-3 quand même qui sont un peu en arrière, mais ouais, sur le coup Pennywise, je suis un peu déçu dans le film parce que je trouve que on le voit pas beaucoup, et en fait il règle même le problème assez vite à la fin, je trouve, donc bon, ça m'a un peu déçu quand je l'ai revu, mais ça reste un film sympa qui se regarde bien et qui passe très bien, quoi. Après, c'est peut-être aussi comme t'as vu Stranger Things, t'en peux plus des gamins à vélo. Donc, dans les années 80, c'est bon, t'en peux plus. Non, mais après, du coup, 2 ans plus tard, le deuxième est sorti avec un immense casting,
avec Jessica Chastain, Bill Hader, James McAvoy, etc. Et moi, le 2, je l'aime pas du tout. Vraiment pas du tout, quoi. Je l'ai revu et ça passe pas du tout. En fait, il est interminable, le 2. Faut le dire, il dure quasiment 3 heures. Et c'est hyper répétitif, même vis-à-vis du premier. En fait, il y a des répétitions dans le film et ça veut pas finir. Hein. Que ce soit les scènes d'horreur ou pas, quoi. Les mêmes scènes se répètent sur 3 heures, quoi. Et chaque perso est isolé face à son trauma. Oui, mais ça continue, les mêmes scènes qui reviennent. Et l'horreur est beaucoup moins bon que dans le premier, selon moi, parce qu'il y a des CGI dégueux de partout. Enfin, ça dégouline d'effets, de bruit, etc. Ça marche absolument pas, quoi, je trouve. Et les phases de discussion qui se répètent. Et les personnages sont beaucoup moins intéressants, beaucoup moins fouillés. Et ce qui faisait vraiment la réussite du premier et puis là, c'est-à-dire que la bande, elle est beaucoup moins réussie que dans le premier film. Vraiment, quoi. L'alchimie, elle est extrêmement peu présente par rapport au premier, quoi. Le premier, tous les gamins et tout, tu sentais de vraie amitié. Là, entre les persos et tout, ça marche pas du tout, quoi. Et ce qui m'avait choqué aussi, c'est le nombre de flashbacks. T'en peux plus dans le film. T'en peux plus, je te jure que c'est un film enfin, je pense que vu que le premier a cartonné, etc., ils ont voulu mettre le paquet sur le deuxième, mais pour moi, ça a été vraiment contre-productif, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu penses du deuxième dans tes souvenirs? Je l'ai pas revu là encore, je vais le revoir bientôt. Mais je me souviens que j'avais pas du tout aimé. Sur le coup, j'étais vachement déçu parce que j'attendais pas mal et ils avaient pris un peu les fancasts à l'époque sur le coup parce que je me rappelle que comment elle s'appelle, Jessica Chastain a été fancastée pour être la version adulte de Beverly, James McAvoy et tout. Et puis en fait, ils avaient fait un peu les choix de internet. Et moi, ça m'avait chauffé un peu à l'époque. Je dis, trop bien et tout, voilà. Et je sais, que j'avais été vachement déçu de l'histoire et tout. Je me souviens même plus des scènes d'horreur. J'ai vu que les gens ont dit que dans le 2, vraiment, dans ça, chapitre 2, Pennywise, il est ultra nerfé. Alors, je sais pas, je l'ai pas revu, donc je vais voir là. Mais ouais, j'en ai pas un très bon souvenir et pour moi, c'était pas un bon film, quoi. Et je sais pas si tu te souviens, dans le premier film, il y a un personnage qui dit, vis-à-vis de la ville de Derry, il y a tellement de choses à Derry, c'est passé tellement de dingueries qu'il faudrait faire une série télé sur Derry. Il dit ça, il y a une personnage qui dit ça dans le premier film, ce qui est assez drôle puisque aujourd'hui on se retrouve avec une série télé qui est un préquel, du coup, des 2 films ça. Donc, le plan, ce serait que ça se passe sur 3 saisons. Donc, la première saison qui se passe dans les années 60, la deuxième saison dans les années 30 et la dernière saison qui se passerait en 1900, enfin, tout début du siècle, quoi. Donc, en fait, on reviendrait à chaque fois en arrière. Donc, c'est assez spécial comme préquel. J'ai pas trouvé le budget de la série, même si je pense il doit avoir un bon budget quand même. C'est une série HBO, une grosse série HBO. Je pense que ça doit être pas mal. Et Ista, je pense qu'on a assez parlé. Est-ce qu'on n'irait pas parler directement de la série? On peut y aller. C'est parti. Il y a quelque chose de maléfique ici. Ah, Terry. Au début des années 60, dans la petite ville de Derry, dans le Maine, 4 enfants vivent près de la base de l'armée de l'air américaine de Derry, qui semble abriter un bunker destiné à des projets spéciaux. Ils partent à la recherche d'un de leurs amis ayant mystérieusement disparu. Jovan Adepo, Taylor Page, Chris Chalk, James Remar et Bill Skarsgård dans le rôle de Gripsou. Et je vais poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de sa bienvenue à Derry? Eh bien, c'est une série qui m'a vraiment amusé. Moi, ça m'a vraiment plu. Je me suis quand même pas mal régalé sur la série. Mais c'est surtout dû à Pennywise, parce que Pennywise, comme t'as dit, Bill Skarsgård dans le rôle, il est génial. Et en plus, là, ils en font un truc hyper fantastique. Et j'aime beaucoup que la série aille dans le fantastique à fond et s'assume complètement là-dessus. On peut trouver que c'est peut-être un peu grand guignol et tout, mais moi j'aime bien. Je trouve que c'est cool, parce que moi j'aime bien le fantastique en général, les monstres, les vampires, les je sais pas quoi, enfin les trucs avec tout ça, quoi. Et ça développe le lore de Derry. Moi, je trouve ça intéressant. Pourquoi pas. En plus, il y a un peu un message anti-raciste, j'ai l'impression, un peu derrière la série. Parce que ceux qui vont un peu réussir à se battre contre le clown, c'est des Indiens et des Noirs, quoi. Donc, bon, je trouve ça sympa. Après, j'ai des problèmes avec l'écriture, que je trouve un peu bancal sur certains moments, notamment sur certains personnages. Le personnage, c'est un peu moins le point faible parce que je me rends compte que j'ai pas beaucoup d'attache au personnage. Je trouve que là où, oui, effectivement, le club des losers dans le premier film, ça marchait bien. Ils étaient attachants et tout. Là, je suis pas tellement avec eux, à part avec le personnage de Richie, notamment, que j'ai fini par apprécier. Et j'ai aussi des problèmes avec les VFX, qui sont quand même
quelquefois assez dégueulasses. Je pense notamment à la scène du cimetière. Mais sinon, sur Pennywise, je trouve que c'est le truc le plus réussi. Si vous êtes là pour voir le clown, c'est génial et on s'amuse bien. Et moi, je me suis bien amusé, je me suis bien régalé. Donc, c'était une série très cool. Alors qu'à la base, j'en entendais rien. Donc, je suis plutôt surpris et content. Voilà. J'en attendais pas grand-chose et j'avoue que j'étais un peu surpris, moi qui n'aime pas vraiment les 2 premiers films. Mais il faut pas déconner quand même, ça reste une série assez surcotée, je trouve, vu le succès qu'a eu la série, hein, c'est quand même, elle est dans le top 3 des succès d'HBO. Faut pas se mentir, la série, elle est très inégale, quoi. C'est ça qui me saute aux yeux. Je suis très partagé entre des moments horrifiques vraiment réussis, des vraies montées en tension qui m'ont vraiment prise, et évidemment l'interprétation de Bill Skarsgård qui est toujours impeccable en tant que Pennywise, et la série s'amuse beaucoup avec sa figure, mais il y a aussi d'autres moments avec des effets visuels vraiment horribles qui m'en sortent vraiment de la série. Donc je suis assez partagé à ce niveau-là. Après, la série a des thématiques intéressantes vis-à-vis de la ségrégation, des préjugés et de la discrimination. Et je trouve que la série retranscrit bien ça. Mais au niveau des personnages, en termes d'émotion, là encore une fois, c'est assez inégal, quoi. Il y a quelques personnages que je trouve pas mal. On parlera peut-être de Dick Halloran, etc. Mais le groupe des gamins est beaucoup moins réussi et pâtit vraiment de la différence en fait avec le chapitre 1, quoi. C'est assez flagrant. J'ai pas été emporté émotionnellement, mais j'avais quand même une petite curiosité chaque semaine de en fait suivre la série, de savoir quel monstre allait apparaître, comment allait être gérée l'horreur. Mais je trouve que quand même les gens font un petit peu trop sur cette série qui est à mon goût vraiment un peu surcotée, quoi. Mais quelque chose qui n'est pas surcoté, c'est son générique. Le générique est super. Le générique il est bien parce que en fait il est déjà il est cool, ouais. Avoir un générique dans une série, ça fait plaisir. Parce qu'il n'y a pas toutes les séries qui ont des génériques. Bon, après, je demande pas des génériques à toutes les séries, mais c'est vrai que... Après, c'est Vince Gilligan qui veut pas faire de générique, je crois. Hein. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas que Vince Gilligan. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il y a, non, mais je veux dire, il y a, depuis une quinzaine d'années, il y a beaucoup moins de génériques de séries et tout. Et je peux comprendre que, voilà, il y a des séries, je m'en fous du générique. Mais c'est vrai que des fois, ça manque, surtout que, voilà, tu vois, genre, moi, j'ai quand même approfondi mes séries avec Game of Thrones, avec Walking Dead, avec des séries comme ça qui démarraient avec, enfin, ça te mettait dans une ambiance directement, quoi. Et on a beaucoup dit, après cet été, que le générique de Peacemaker saison 2, à chaque fois, c'était un plaisir de l'écouter, de regarder, etc. Et là, j'avoue que c'est bien parce qu'en fait, il est thématique, mais en même temps, il est pas évident. C'est-à-dire qu'il décrit bien l'atmosphère du show, quoi. C'est-à-dire que on dirait une carte postale, en fait, des années 60, en fait, ce générique, une esthétique qui est vraiment bien et avec une petite musique qui contraste évidemment avec ce qui se cache, en fait, derrière la façade de Derry, quoi, dans lequel l'horreur se cache, à savoir Pennywise. Et je trouve que, en fait, à chaque début d'épisode, c'est vrai que ça met dans une petite ambiance, quoi, ce générique-là. Ouais, en plus, il y a un truc intéressant, c'est qu'il évolue au fil des épisodes et qu'il devient de plus en plus glauque, quoi. Il y a une espèce de son de fond qui fait juste ouais, je sais pas comment dire, mais juste du son d'ambiance genre ultra malaisant, quoi. Et c'est sympa, mais ouais, j'aime bien aussi l'esthétique et tout, que je trouve cool. Mais en fait, ça raconte pas mal en plus sur l'histoire de Derry, parce qu'en fait, si tu te renseignes un peu, d'ailleurs, ils en parlent dans sa chapitre 1, mais c'est tu vois les fameux événements qui sont passés à Derry en 1908, 1900, je sais plus, c'est 30, je sais plus, enfin 1930 là et 1960 là où on est dans cette série. Et ouais, c'est intéressant à analyser, quoi. Et la musique en plus très enfantine qui va bien avec le fait que Pennywise il attaque surtout des enfants. Et écoute, en parlant d'attaquer les enfants, on va parler de l'horreur en fait dans la série, parce que c'était une de mes interrogations. Je t'en avais parlé, c'était une série d'horreur. Moi, les séries d'horreur, il y en a pas beaucoup que j'aime bien, à part évidemment The Haunting of Hill House, qui est un chef-d'œuvre. Enfin, je sais pas si c'est un chef-d'œuvre, mais en tout cas c'est une grande série pour moi. Comment créer de l'horreur en série sur 8 épisodes, quoi. C'est-à-dire comment t'arrives à maintenir une tension horrifique, etc. Et le série, il a un rythme assez spécial. C'est-à-dire que je pense qu'il est très conscient, la série est très consciente, en fait, de ce qu'elle est. C'est-à-dire en fait, ils se sont dit, on va pas dévoiler ça tout de suite. Pennywise, pardon. On va pas dévoiler Pennywise tout de suite, le clown, sous sa forme de clown, en tout cas, plutôt. Et c'est assez cool parce que la série, en tout cas, dans ses 5 premiers épisodes, elle s'efforce quand même de renouveler les peurs et les situations horrifiques, parce que ils se sont dit, on va vite tourner en rond si on commence à avoir ça qui est dans les mêmes scènes que dans les films, etc. Du coup, on va essayer de créer autre chose, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'il prend plein de formes, en fait, avant d'apparaître. Et il y a un petit côté Monster of the Week qui est plutôt appréciable, en vrai.
Moi, ce qui m'a surpris, par contre, c'est l'épisode 1. Dès le début, moi, ça m'a surpris, c'est la scène du cinéma, quoi. La scène du cinéma, où en fait, on nous a présenté des personnages et en fait, ils sont morts dès le début. Et en fait, ils sont pas revenus de la saison, quoi. Et je me disais peut-être qu'ils allaient revenir ou quoi, mais rien du tout. Et ouais, c'est assez inventif sur les meurtres et tout, d'enfants et tout. Mais là, je le trouve vraiment, Pennywise, il y va, quoi. Il y va franco sur les gosses. Et il y a des scènes assez graphiques. Et il y avait aussi, par exemple, c'est le personnage de Maggie, je crois, avec les lunettes. Voilà, quand il y a les yeux, là, moi, ça m'a vraiment foutu mal, quoi. Oui, c'est ça qu'on critique souvent, c'est que les violences contre les enfants sont assez épargnées dans le genre de film en général. Là, dans cette série, effectivement, ils sont pas épargnés, quoi. Et même vis-à-vis des films, des deux films, comme on l'a dit en introduction, dans les films, c'est vraiment assez édulcoré, quoi. Pour le coup, il leur arrive pas grand chose de si violent que ça. Alors que là, dans le film, effectivement, le premier épisode, la fin, elle est assez marquante parce que tu t'y attends pas. Et ils se font vraiment défoncer, quoi. Les enfants, c'est assez hardcore, quoi. Pour le coup, et ça met direct dans le bain que, en gros, les enfants sont pas safe, quoi. Sont vraiment pas safe de survivre à quelque chose ou quoi. Et après, d'ailleurs, ils reprennent pendant toute la série, maintenant que j'y pense, le principe des deux premiers chapitres, en fait, des deux premiers films, c'est-à-dire que chaque monstre va être la représentation d'un trauma pour un personnage, quoi. Et encore une fois, ça, c'est toujours la matérialisation des mâles de la société, sauf que c'est les mâles de la société des années 60, et donc on en reparlera après de tout ça, de toutes les thématiques abordées. Mais par contre, je trouve que ça crée quelque chose, surtout dans les 5 premiers épisodes, c'est que l'horreur est assez inégale, en fait, je trouve. Et vraiment, je trouve que c'est assez flagrant quand même dans la série, comme on passe de scènes horrifiques qui fonctionnent super bien à des scènes horrifiques qui sont mais vraiment ratées je trouve de bout en bout. Parce que pour moi, je trouve que les scènes d'horreur marchent bien quand ça en fait pas trop. C'est-à-dire qu'il y a des scènes de tension, de build-up, et je trouve que tout ce côté inégal, il est vraiment contenu dans la première scène de la série. La première scène de la série qui est pas mal, c'est un personnage un enfant qui rentre dans une voiture, voilà, et qui va se retrouver avec une famille. Et petit à petit, il y a une tension horrifique qui va se créer parce que il va se rendre compte qu'ils sont un peu bizarres et qu'ils commencent à dire des trucs qui n'ont aucun sens, aucune cohérence, etc. Et j'avoue que ça m'a vraiment fait flipper. Mais au moment où apparaît, on va dire, un élément bébé volant. Grand guignol, oui, voilà, je sais pas pourquoi je prenais des pincettes pour pas spoiler, voilà, on va spoiler, hein, voilà, vous savez, spoil, hein. on spoil, Oui, voilà, on spoil. un élément grand guignolesque avec des CGI que moi je trouve vraiment limités, et bah tout de suite ça me sort en fait du truc, et je trouve que cette scène, elle représente parfaitement la série, c'est-à-dire que t'as des scènes, t'as ce moment de tension qui est vraiment hyper bien, et puis d'un coup t'as ces CGI hyper voyants, et je comprends que le grand guignol, c'est cohérent avec la série, et le monstre, ça. Voilà, parce que si j'ai bien compris, déjà dans les livres, voilà, ça, c'était un monstre un peu grand guignolesque et qui utilisait c'est un clown, quoi, de toute façon, déjà, tout simplement, et qui utilisait la peur, une certaine idée de la peur pour faire effrayer les gens, quoi. Mais moi, ça m'a fait pas peur une seule seconde, quoi. Ces gros CGI voyants, ce gros bébé, tu vois, en chauve-souris bizarre. Enfin, je peux apprécier le monstre, mais ça me fera jamais autant peur que des scènes de tension pure, quoi. Par exemple, la scène du supermarché. Il y a une scène avec, je sais plus comment il s'appelle son personnage. Oui. C'est Lily Burnridge. Ok, oui, Lily. Ouais, écoute-moi les noms, je suis nul en noms. Mais en gros, elle se retrouve tout seule dans le supermarché, et la montée de cette scène, la manière dont elle joue avec le background, où à chaque fois qu'elle traverse, elle voit quelqu'un qui, nous on voit, elle voit pas, mais à l'intérieur on voit quelqu'un qui la regarde et qui sourit, et on sent, et elle se retrouve enfermée, emprisonnée. Ça marche super bien, quoi. Mais dès qu'il y a des CGI hyper voyants, mais moi je peux pas, quoi. Ça me marche pas du tout pour moi, quoi. Alors moi ça marche parce que j'ai regardé pas mal du Arrowverse. Ah non. Donc voilà. C'est effectivement une série horrifique, Arrowverse. Non mais il y avait des CFX déjà un peu compliqués. Et bon, ça, pour moi ça passe. Mais après je trouve que c'est surtout les défauts que t'as dans la première partie de la saison. Et ça... En fait ils ont peut-être mis tout le budget sur Pennywise, je sais pas. Mais parce que je trouve que sur la deuxième moitié c'est beaucoup plus... techniquement bien fait, quoi. Enfin... Ça me paraît moins branlant sur les 4 derniers épisodes, quoi. À partir du moment où Pennywise arrive dans le récit. Tu trouves pas ? Je trouve, mais c'est surtout parce qu'il y a Pennywise, en fait. Et là, effectivement, c'est ça aussi. Ils arrivent bien à l'iconiser. Et déjà, Bill Skarsgård, encore une fois, il est super. Et là, t'en as pour ton... Enfin, sur les 4 derniers épisodes, il est vraiment très, très présent, quoi. Et il est super. Et là, on sent que la série, en tout cas, elle arrive bien à l'iconiser, en fait, tout simplement. Effectivement, que toutes les scènes où il est là quasiment fonctionnent, tu vois. Parce qu'il s'amuse beaucoup avec, quoi. Et il a ce côté, en plus, qui est hyper imprévisible, en fait, ça.
C'est-à-dire qu'on sait jamais comment il va frapper. Des fois, il arrive, il décapite des mecs, il les défonce, mais des fois, en fait, il leur fait juste peur. Ou des fois, tu penses que c'est lui, mais non. Des fois, il fait une petite apparition. Et en fait, il y a quelque chose qui marche super bien, c'est-à-dire que tu t'attends jamais à vraiment comment il arrive, enfin, comment il peut frapper, en fait, ce personnage-là, quoi. Et c'est ça que je trouve que ça marche super bien, parce que chaque apparition, tu ne sais pas ce qui va se passer. T'es en mode, quelle forme il va prendre? Est-ce qu'il va faire un petit coup ou pas? Non. Et c'est, à chaque fois, ça, je trouve ça super efficace en termes de suspense. Et je trouve que la série réussit là où Alien Earth avait échoué, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à garder cette créature iconisée, quoi, à pas la démystifier, à pas la rendre Ah ouais, ils l'ont même plus iconisé que dans les films. Ouais, c'est peut-être même possible, oui. Moi, je le trouve plus réussi que dans les films. Même si c'était pas déconnant, c'était pas dégueulasse dans les films, mais même physiquement, j'ai l'impression qu'ils ont mis plus de détails et tout, fait peut-être un peu plus extraterrestre. Enfin, je sais pas, mais tu sais, au niveau du front, il a plein de fissures et tout. Après, est-ce que c'est pas par rapport à ce qu'il dit à la fin de la saison qu'en fait, c'est peut-être pas tellement une préquelle? Après, sur son design, je crois qu'il a pas, enfin, c'est à peu près le même, quoi. Après, ils utilisent différentes choses, il a différentes tenues, il a un moment où il est quasiment recouvert de sang parce qu'il sort d'un bain de sang et ça marche super bien en termes de design, ce truc là, quoi. Mais après, moi en tout cas dans le maquillage, il me ressemble quand même beaucoup à celui qu'il y avait dans les films, j'ai l'impression, pour le coup. Non, mais il ressemble beaucoup, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont mis quelques détails qui fait qu'il est peut-être encore plus effrayant, je trouve. Ou alors c'est l'éclairage, je sais pas, mais il y a un truc qui fait plus créature fantastique que clown, je trouve. Mais après, et ça aussi, là, tu parlais, mais c'est vrai qu'il est super bien iconisé avec un très beau travail d'éclairage parfois. Mais c'est ça qui est trop bizarre, la série, parce que la série, elle a une photographie qui est plutôt travaillée, en fait, et ça marche plutôt bien. Mais sur les CGI, bah non, en fait, ça marche pas vraiment, quoi. Mais vraiment, toutes les CGI de cette série, quoi. Et ouais, certaines formes qui prend ça, pas quand il est en Pennywise, évidemment, elles sont assez moches comme créatures, quoi. Et tu l'as cité, hein, la scène du cimetière, c'est, je pense, l'une des scènes les plus horribles de la série. Parce que là, tout est numérique, quoi. Les fonds verts sont numériques, les créatures, enfin, tout est numérique. Et là, là, je sais pas s'il y a un problème de finition, bah ouais, il y a un gros problème technique, en fait, je pense. Même si déjà, l'idée d'avoir tout ça en numérique, etc., ça me fait pas peur, je trouve. Mais c'est très compliqué, quoi. Même dans la forêt, là, il y a un flashback avec le colonel quand il est jeune. Il se fait poursuivre par un monstre et il est en CGI, il est pas beau, quoi. Enfin, oui, et moi, ça me sort vraiment. Et moi, là, j'ai vu des retours sur le dernier épisode. Mais je suis désolé, dans le dernier épisode, le brouillard, là, qui est dégueulasse, moi, je trouve que c'est dégueulasse comme idée, quoi. J'ai l'impression que c'est un espèce de cache-misère. Je sais pas pourquoi ils ont fait pas ça. Pas trop fan non plus. Ouais. Il y en a qui ont cru que c'était qu'il y avait un lien avec The Mist de Stephen King. Voilà, d'autres romans de Stephen King. Avec du brouillard, et il a dit non. Ils ont dit non, il y a pas aucun lien. Mais ça, on va revenir sur le fan service. C'est parce que la série est voilà. Et je pense que les fans de Stephen King, ils kiffent ça. Mais bref, je ne comprends pas cette idée dans le final de se dire, ah, putain, Pennywise, il arrive, il se réveille, et on va te mettre un énorme brouillard dégueu. Parce que du coup, ça fait des fonds verts qui sont pas très très bons, quoi. Et je me dis, mais c'est pourquoi ils sortent ce cache-misère de nulle part, quoi. Parce que ils ont plus de sous. Il y a des scènes dans le dernier épisode qui marchent super bien, mais ça, je trouve, ça gâche tout, quoi, en fait. Ça va pas autant déranger que toi, je pense, mais oui, je trouve aussi que c'est pas très beau. Ouais, je suis d'accord. Mais parce qu'en fait, j'ai l'impression que des fois, ça va. Ouais, ça va dans le sens de ça, chapitre 2, en fait, dans le film, où les CGI sont vraiment dégueux et dégoulinants, quoi. Ils en foutent partout, tout le temps. Et là, c'est là où ça me sort vraiment du truc, quoi, pour le coup, hein. Oui, bah ça peut se comprendre, hein, quand t'as des CGI qui sont mal faites, ouais, ça peut te sortir d'un récit. Mais même en vrai, si c'était bien fait aussi, parce que c'est un problème technique à ce niveau-là, mais je me pose la question de même si elles étaient bien faites, est-ce que ça m'aurait fait peur à moi, tu vois, ce côté CGI dégoulinant et tout. Et en vrai, je crois que ça me fait pas peur dans ce genre d'horreur, ça me fait pas peur à moi personnellement, voilà, je pense, tu vois, aussi, c'est un affect personnel aussi, quoi. Je trouve que dans les films d'horreur, souvent les finales, c'est pas ce qui te fait le plus peur. Généralement, c'est le final, c'est plutôt le truc full action, quoi. Mais tu sais pourquoi? Parce que dans le final, ils en font trop, en général, dans ce genre de film. En général, ils mettent trop d'effets, trop de trucs, alors que bah, parfois, less is more, et surtout dans les films d'horreur, en fait, où des fois, si t'as un beau travail de mise en scène et juste un rien, tu vois, je sais pas, un petit bruit ou quelque chose, tu vois, de travailler un truc un peu minimaliste, bah ça fait beaucoup, enfin moi, personnellement, ça me fait beaucoup plus peur que d'une horreur. Après, la série, ça, elle peut être louée, c'est qu'elle est frontale, quoi. C'est-à-dire dans son horreur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films d'horreur qui se cachent un peu dans le hors-champ, parce que les hors-champs, c'est extrêmement puissant, juste parce que bah, tu fais travailler ton imaginaire
Donc ça, c'est un peu cheaté, quoi. Tu fais travailler le cerveau du spectateur pour qu'il s'imagine les pires trucs, donc lui-même, il va avoir peur de ce que lui-même projette, et c'est assez puissant. Mais parfois, il y a certains films, effectivement, séries, qui se reposent trop là-dessus, et là, la série, elle te dit non. Et même, je crois que c'était... le livre de Stephen King, c'était sur ça qui se démarquait, le film livre ça, c'était que on n'était pas dans un délire Lovecraftien, où les délires Lovecraftiens, c'est qu'en gros... tu t'imagines, en fait, il te décrit pas tellement la chose, tu t'imagines l'horreur toi-même, et dans ça c'était en mode je vais te montrer l'horreur, quoi. L'horreur, c'est ça, quoi, frontal, tu vois. Et dans cette idée là je peux comprendre, quoi. Je crois que c'est le style de Stephen King en général d'être assez frontal sur ces trucs, ces récits d'horreur, de ce que j'ai compris. Mais après, je trouve ça aussi parce que, enfin, comment dire, c'est de l'horreur qui se veut un peu fun aussi. C'est voilà, il y a un côté un peu, tu vois. Il y a ce côté-là où on n'est pas sous l'horreur sérieuse ou comme ça, c'est du fantastique, ça s'assume à fond. Et ouais, moi je trouve que c'est cool parce que c'est un peu rigolo aussi, quoi. Bah, tu dis que c'est de l'horreur fun, et c'est vrai que des fois c'est fun, mais des fois c'est pas fun, hein. Moi je trouve qu'il y a des moments c'est vraiment premier degré, et même avec pas tant d'effets que ça, pas tant d'effets groguignolesques, parce que je pense que la série va avoir plein de registres d'horreur, tu vois. Elle veut pas que faire un seul truc, donc elle veut brasser plein de choses aussi, donc je pense voilà. Mais moi personnellement je suis plus touché par un certain type d'horreur, et moi, quand ça dégouline un peu trop, voilà, personnellement, hein, je pense que c'est aussi personnel, hein, ça ne m'affecte pas du tout. Enfin, je suis en mode. Bon. Bah après, j'ai envie de te dire, le truc le plus effrayant de la série, c'est le truc dont Pennywise n'est pas responsable. C'est-à-dire, c'est l'incendie. C'est l'incendie raciste. Après, ok, oui, mais non, mais je crois que tu me parlais en termes d'horreur, horreur pure, genre ce qui te fait peur dans la série, voilà. Mais après, comme j'ai dit, ça, c'est la représentation des mâles, en fait, d'une société, hein. Donc techniquement c'est même ça qui est un peu troublant dans le film, c'est que t'as l'impression qu'en fait ça il apparaît parce qu'il y a des problèmes dans cette société, quasiment de d'Eric, quoi. C'est un peu la représentation de tout ça, quoi. Et la série parle de beaucoup de choses, parce que elle parle en fait des discriminations en général, quoi. C'est-à-dire que envers les Noirs, parce que on est encore en période de ségrégation. Je crois que c'est la fin de la ségrégation, il me semble. Je sais plus exactement, on est dans les années 60 dans la série, mais en tout cas on va arriver vers la fin de la ségrégation, mais on y est encore, hein, quoi. Et bah ah oui, mais attends, il y a un délire par rapport au sud, parce qu'à un moment il dit ouais, on n'est pas dans le sud ici, ou le sud où les Noirs se font vraiment, je crois, sont des esclaves ou un truc comme ça, non? Oh, non, bah non. on part en 1960, on n'est plus en esclavage. Mais oui, il y a encore une ségrégation. Et de toute façon, il y a toujours eu un côté ségrégationniste encore plus fort dans certains États du sud des États-Unis. Mais la discrimination raciale, ils ont touché toutes les États-Unis, même encore aujourd'hui. Mais en gros, en vrai, la série parle beaucoup de ça, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnages afro-américains qui subissent du racisme. Beaucoup de ça? Oui. Et il y a tout un parallèle aussi avec les Amérindiens, parce que les Amérindiens sont très présents, et eux aussi ont subissent des genres de discrimination aussi, donc en parallèle avec les Noirs de la série. Et les femmes aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans cette série qui sont traitées d'hystériques. Je pense au personnage de Lily, en fait, tout simplement, qui est traitée d'hystérique et de folle à chaque fois, et qui a été dans un hôpital psychiatrique. Oui, et puis même la fille de Peter Gray, là, enfin, la fille de Pennywise, en gros, oui. Qui a un mari qui est, de ce que je comprends, il la violente à la maison, quoi. Enfin, il y a un délire comme ça. Même s'il l'assume pas complètement. Il y a ce truc où il y a un mal un peu enfoui, en fait, en chaque personnage ou dans cette société, et vraiment, c'est ça ça marche plutôt bien, en fait, le fait que ça révèle un petit peu tout ça. Ça parle de bullying aussi, évidemment, parce que il y a des gamins, donc voilà, il y a des gamins qui vont se faire bully. Et là, je trouve que le bullying est mieux traité dans cette série que dans les deux films, en fait, ça, même si ça marchait bien, les gamins, etc. Le bully, comme j'avais dit dans ça, chapitre 1, je le trouve inintéressant au possible, alors qu'ici il y a un bullying un peu spécial, c'est-à-dire il y a cette fille à lunettes, là, comment elle s'appelle, c'est Maggie, je crois. Maggie, qui va se retourner contre sa pote parce qu'elle va être inclus dans un groupe de salpestes, en fait, tout simplement. Et on voit un peu les principes de bullying, en fait. T'as pas envie de toi de te faire bully, du coup tu vas bully quelqu'un d'autre, et ça, je trouve que ça marche vraiment bien, quoi. Et moi tu sais que les bullies dans les films, tu sais que voilà. Ah oui, tu détestes ça. Quand c'est des trucs clichés américains, ça m'énerve. Et là, je trouve qu'il y avait quelque chose de bien plus fin quand même, et de plus creusé, quoi, dans le bullying. C'est Marge, je me suis trompé. Marge Truman. Marge Maggie, bon voilà. Merde. Maggie Marge, c'est comme dans les Simpsons d'ailleurs. Bref. C'est ça, exactement la même chose. Ouais, effectivement.
Non, mais c'est vrai que ça, ils ont plutôt bien géré sur la team des... Ouais, l'espèce de team de gamines, là, qui se mettent ensemble et t'as l'impression que si t'es pas avec eux, t'es pas accepté, genre t'es has-been ou t'es un truc comme ça. Et c'est bien parce que toute la série, tous ces personnages un peu secondaires, je trouve que ça permet aussi de créer un peu la ville de Derry, quoi, de la faire ressentir, quoi. Pour le coup, il y a un très beau travail de reconstitution et je l'ai dit, la photo est pas mal, mais je trouve qu'il y a une vraie identité à Derry, c'est-à-dire qu'on la traverse déjà sur plusieurs époques parce qu'il y a des flashbacks et des moments où en fait on voit la ville de Derry, comment elle était un peu, comment elle s'est développée, etc. Mais on voit un peu plusieurs milieux en fait de cette ville-là. Tout ça sur fond d'ambiance guerre froide, parce qu'il y a l'armée, etc. Et je trouve que c'est plutôt bien fait, même s'il y a des fonds verts dégueulasses, des fois, dans des discussions. Le fameux spot où tous les jeunes se retrouvent à chaque fois, des fois, il y a des fonds verts un peu dégueux. Et tu fais, bon, là, c'est un peu, putain, je reviens encore à ce côté un peu inégal à la série, à ce côté un peu, tu vois, mais je trouve que l'ambiance en général de la série est plutôt réussie, quoi. Bah, sur ça, ouais, je suis assez d'accord. C'est plutôt bien foutu et, ouais, la ville, elle vit, quoi. On comprend bien la ville, ça porte bien son titre. On suit bien la ville de Derry. C'était ça l'idée, quoi. Welcome to Derry, c'est vraiment de mettre l'accent sur Derry, etc. Et ça, c'est plutôt bien fait, même si, moi, je trouve que la série est trop longue et trop répétitive. Genre vraiment, quoi. Les épisodes font 1 heure à chaque fois. Et des fois, il y a les mêmes situations qui se répètent, parfois sur 8 épisodes. Et les épisodes sont trop longs. Donc là, par exemple, je parlais du bullying, et je trouve que le bullying est bien, mais ça dure tellement longtemps. Genre vraiment, les mêmes situations qui reviennent, ça dure tellement longtemps. Les militaires, les discussions de militaires, etc. Des fois, je me dis, bon, t'aurais pu raccourcir les épisodes, t'aurais pu aller bien plus rentrer bien plus dans l'art que de faire tirer un peu le récit, quoi. Moi personnellement, j'ai trouvé que c'était trop long, quoi. Et pour une raison que j'évoquerai après. Mais toi, est-ce que toi aussi t'as ressenti un peu ça, que la série était un peu trop longue quand même? Moi, ça a été, mais je trouve quand même que c'est trop long pour ce que ça raconte. Voilà. Je trouve quand même que en 6 épisodes, ça aurait pu se faire. On voit qu'ils étirent un peu. Mais après, ça fait aussi que quand Pennywise arrive, t'es vraiment content aussi. Donc il y a un truc comme ça, tu vois. Donc ouais, je sais pas. Moi, ça m'a pas tellement dérangé que ça, parce que j'ai plutôt accroché aux épisodes. Je trouve pas qu'il y ait un mauvais épisode vraiment dans toute la série. Je trouve que tout se tient plutôt bien. Après, il y en a d'autres qui sont meilleurs. Et je trouve que notamment les épisodes finaux sont vraiment réussis. Mais en fait, moi, je pense que la série est trop longue parce que il y a quelque chose qui a marché sur les fans, et ça, je pense que voilà, c'est tout le lore en fait qui est développé, quoi. Et c'est-à-dire que là, ils ont une attention très particulière à ces choses-là, et le lore qui est un peu développé ne méritait pas, selon moi, autant de développement, quoi. Vraiment, quoi. C'est très basique, oui, il y a des piliers, il y a des piliers, il y a la forêt, oui, c'est pas un lore de fou, quoi. Ça peut se raconter assez vite. Et surtout qu'il y a des intros d'épisodes qui sont parfois très longues pour mettre une ambiance, mais j'ai l'impression que tout est un peu étiré. Mais il y a des personnages, je comprends pas l'intérêt, outre le fait de, entre guillemets, développer le lore ou de faire du fan service, etc. C'est-à-dire que il y a un personnage qui est censé être la fille de Pennywise, ou en tout cas la fille. En gros, son père, c'est la forme que Pennywise a pris. En fait, parce que c'est un extraterrestre, quoi, Pennywise, il a pris la forme d'un espèce de clown qui s'habille. C'est le vrai clown, quoi. Vrai clown, quoi. Ouais, et en fait, cette folle, elle s'habille comme ça, en fait, comme Pennywise, pour l'attirer. Cet épisode, je crois que c'est l'épisode 7, justement, où c'est la fin de ce personnage, ou 6, je sais plus. Mais en tout cas, où finalement, elle se rend compte qu'en fait, non, c'est pas vraiment son père. Pennywise, et en fait elle se fait un délire, et tu t'es là, manifestement oui, tu t'es fait un délire en fait. C'est effectivement tu comprends ça à la fin. Tu t'es rendu compte que maintenant. mais surtout je me dis mais en fait ce personnage a raconté quoi, parce qu'en fait il y a la révélation qu'en fait elle se prend pour la fille de Pennywise. À ce moment-là, tu te dis ça va être utilisé, et c'est pas vraiment utilisé dans l'histoire, tu vois. Tu te dis mais pourquoi c'est là? Et c'est là pour évidemment accrocher avec les films, et à la fin avoir ce côté fan service où en fait on se rend compte que la vieille dame qui était dans ça chapitre 2, en fait c'est elle, voilà, dont Pennywise prend l'apparence et fait peur au personnage de Jessica Chastain et de Sophia Lillis. Voilà, je sais plus le nom de cette actrice. Et du coup, voilà, l'image finale de la série, ça renoue avec les films, etc. Il y a ce côté fan service, et je suis en mode, bon, vous m'étirez la série pour ça. Moi, tous ces trucs-là de lore, de fan service, ça me parle pas du tout. Je trouve que ça alourdit complètement la série inutilement. Et des clins d'œil comme ça, il y en a plein. Et après, on va parler, parce que il y a quand même des trucs intéressants
qu'ils développent dans le lore, parce que moi en fait le problème que j'ai avec le lore, c'est que des fois ils développent le lore juste pour que les fans fassent des théories, des trucs comme ça, juste pour développer le lore. Et parfois, il y a un personnage, par exemple, qui vient du lore de Stephen King, mais je trouve qu'il existe vraiment dans la série. Ils en font vraiment quelque chose. Et là, ça me dérange pas. Je pense au personnage de Dick Halloran, tu vois. C'est pas juste un personnage qui est là pour le fanservice. Il a une vraie existence dans la série, il a des vrais dilemmes. Enfin, tu vois, c'est un vrai personnage, alors que là, ce personnage-là, par exemple, j'ai un peu l'impression que c'est là pour te faire le clin d'œil, comme à la fin, la révélation que au final Marge là, en fait c'est la mère de Richie dans ça chapitre 1, et en fait tu fais ok, c'est un clin d'œil, mais on s'en fout en fait de ça. Enfin, c'est juste pour faire le clin d'œil, quoi. Je suis pas sûr de ça à 100%, puisque sur le coup il donne une information sur ce truc-là quand même, Pennywise. Donc il dit qu'en gros il voit le temps différemment que nous. Attends, ça c'est autre chose quand même. Moi je parle vraiment du clin d'œil où il sort l'affiche de Finn Wolfhard avec sa tête et il te dit ah mais en fait t'es la mère de Richie dans le 1. Et t'es en mode bah oui, mais en fait ça c'est, t'étais pas obligé de me connecter tous ces personnages là et tout. Ils l'ont fait quand même pour le fanservice, je le sais très bien. Moi, je trouve que celui-là, il est pas si déconnant que ça, puisqu'il ramène quand même une information, quoi. En gros, ça que je voulais dire. Voilà. Et d'ailleurs, tu t'es trompé sur le personnage de la fille. Elle s'habille pas en Pennywise, elle s'habille en... Enfin, l'assistante qu'elle faisait quand elle était gamine avec son père. Oui, voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça rappelait Pennywise, et oui, en tant qu'acolyte de son père, voilà, effectivement. Parce qu'après, le perso, il avait un peu un lien avec le personnage de Lily, au début de la série, d'ailleurs. Mais au final, c'est pas trop revenu, ce truc-là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose à faire de peut-être plus intéressant. Mais au final, ouais, ils ont font... Après, c'est pas étonnant que, vu que ça se passe genre, c'est 27 ans avant le ça chapitre 1, qu'il y ait des liens aussi avec les gens qui restent dans la ville. Donc, je sais pas, moi, ça m'a pas tellement dérangé, au final. Je te trouve aigri un peu, voilà. Mais non, mais après, tu vois, c'est les trucs qu'on dit souvent et que moi je dis souvent, c'est le fanservice juste pour faire le fanservice. C'est les trucs qui me saoulent un peu, tu vois, que la série a pas besoin. Parce que, en fait, je me dis, mais en fait, cette information, tu la retires, en fait, et ça ne change rien au personnage et tout. Et en plus, c'est pas comme si ce personnage-là était important dans les films. Dans les films, ça, chapitre 1 et 2, hein, c'est une personnage que tu ne vois pas. Hein. Je sais pas, il y en a, ils ont dit, ouais, ça explique un truc de ça chapitre 2. Mais après, moi, j'ai pas revu. Et même, il y en a qui disent que aussi, j'avais vu un article, qui disait que sur ce qui raconte sur ça, avec les Indiens, tout ça, que ça aussi, ça fait un peu du redcon, je crois. Oui, mais tu vois encore, tu vois, ça c'est des trucs qui me saoulent, c'est des gens qui vont après faire des théories et des trucs, te dire qu'en fait des trucs de lore sur des petites phrases. Mais moi j'aime bien les théories. Non, mais c'est pas forcément nul, mais ils vont te faire des trucs sur des petites phrases qu'ils disent dans ce chapitre 2 et dans la série, de dire non mais en fait c'est pas connecté au lore. Mais franchement, moi ça m'intéresse pas du tout ce genre de truc, parce que c'est même pas comme si c'était prégnant dans la série, c'est vraiment de l'ordre du clin d'œil, quoi. Sur les Indiens, non. Parce que sur l'Indien, je parle de l'histoire du pilier, le fait qu'ils l'ont enfermé, tout ça, ce truc-là. Oui. Mais oui, sur le personnage, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolé. Mais Marge, je crois que c'est Marge, non? Je comprends plus. Non, la fille de Pennywise. Ok, la fille de Pennywise, là. Oui, c'est vrai que c'est pas le personnage le plus intéressant. Effectivement, c'est plus là pour du clin d'œil qu'autre chose, alors qu'il y avait quand même un potentiel pour en faire quelque chose, mais peut-être dans les saisons d'après, ils vont encore nous raconter quelque chose avec sa version gamine, je sais pas, hein, c'est possible, tu vois, mais surtout qu'ils ont ouvert quelque chose, comme tu l'as dit avec ça, c'est qu'en fait, ils voient le temps d'une manière différente de nous. En fait, il est pas d'une manière linéaire, c'est-à-dire que tous les timelines de sa vie, en fait, sont confondus, quoi, en fait. Donc, en fait, il a des souvenirs de ce qui se passe après, etc. Et bon, voilà, je pense que c'est pour donner de l'intérêt à la série, dans le sens où, effectivement, si à chaque fois on revient avant, si ça, on sait déjà ce qui va se passer après, tu sais qui se fait battre, etc. Et là, ils essaient de nous dire, en gros, que, il va pouvoir, déjà faire référence au film, etc. Donc ça va bien aider pour le fan service, mais que potentiellement il pourrait changer le cours de ce qui s'est passé, quoi. Même si c'est pour moi. C'est ça. Pour moi, ça crée de l'enjeu. Ça crée de l'enjeu quand même. Ça donne un peu un intérêt à voir les prochaines saisons. Mais moi, je trouve que ce serait couilleux. C'est que il y arrive, quoi. Je pense arrive pas. à tuer quelqu'un. Mais oui, non, mais je dis pas que ça va arriver. Mais ce serait couilleux que genre il arrive à faire en sorte qu'il n'y ait plus la lignée, qu'il arrive à buter. Parce que là, il parle qu'il veut tuer donc Marge pour que le personnage de Richie ne naît pas, et voilà, comme ça, il se fera pas piéger par le club des losers, quoi. Si au moins il est un enjeu pour Pennywise, on sait pourquoi. Voilà, il ira s'attaquer à d'autres personnes dans les prochaines saisons, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour créer de l'enjeu, pour
après j'espère que ça va pas juste être du fan service après du coup et qu'ils vont faire vraiment quelque chose. Mais après il y a un côté, ça donne un côté tragique aussi à ça qui est en fait qui est bloqué en fait, qui ne peut pas sortir de cette idée-là. En fait, il sait qu'il va mourir, mais en même temps, comme le temps est pas linéaire, c'est comme si en fait il revivait éternellement en fait les mêmes choses Ouais, en boucle quoi. Parce qu'il dit en plus, je sais plus si c'est ma naissance ou ma mort. Enfin, tu sais, j'arrive plus à comprendre en fait tout ce qui se passe quoi. Donc en fait, il est dans une boucle en fait assez infernale quoi. Ce personnage-là. Parlons un peu des personnages quand même un peu plus consistants, à savoir le groupe de jeunes. Voilà, on retrouve un groupe de jeunes rejetés qui est voilà sur le modèle du premier film, ça chapitre 1, et j'espère que dans les prochaines saisons ils referont pas l'exact même modèle, etc. Bon voilà, et on retrouve je crois que ça va être à chaque saison comme ça. C'est possible, mais en gros on retrouve encore ces enfants qui sont pas écoutés, qui sont ignorés par leurs parents. Et effectivement, on a parlé que ça parle de racisme, de bullying, mais voilà, et des choses qui sont plutôt pas mal. Mais moi personnellement, voilà, j'étais beaucoup moins attaché et marqué par ces personnages enfants. Voilà, je le dis parce que après les personnages adultes c'est autre chose. À part peut-être Richie quoi, peut-être qui était pas trop mal, mais le reste c'est vrai que j'ai eu du mal moi perso. Ouais, moi aussi, pourtant que je m'étais dit quand ils tuent les premiers là, les 3 premiers, je me dis peut-être ils vont mettre des personnages plus intéressants avec eux et tout. Et ouais, ils sont, comment dire. Donc ouais, il y a Will, qui est le fils du militaire là, qui est sympa. En fait, ils sont sympas, mais je suis pas attaché plus que ça. Je les trouve pas horribles en fait. À part peut-être, je trouve qu'il y a un personnage qui est marquant, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. C'est Lily Bainbridge, dont je parlais tout à l'heure, parce qu'en fait, ils la font tellement souffrir mais tout le long de la saison. Mais c'est une dinguerie quoi. Et j'ai l'impression qu'elle est tout le temps en train de pleurer et de crier. Et en fait, elle m'aura marqué quand même. Voilà la pauvre, parce qu'il lui donne quand même. Après, ça va dans la thématique aussi de ce personnage-là qui est traité comme une hystérique en fait, où personne ne la croit et en vrai on la prend pour une espèce de folle quoi. Donc voilà. Moi après le problème que j'ai avec ces enfants c'est surtout qu'ils jouent pas très bien. Alors après j'aime pas dire ça des enfants parce que c'est compliqué, mais la direction des acteurs moi je la trouve compliquée, et surtout Lily Bainbridge quoi, parce que celle qui est traitée malheureusement de folle et tout. Et je trouve que, en plus, la différence se sent avec les gamins du film, parce que les gamins du film, pour le coup, ils sont vraiment super bien. Genre vraiment dans leur acting et tout, c'est vraiment au cordeau, quoi. Donc, bon, peut-être c'est la différence qui joue, etc. Mais moi, j'ai eu du mal avec beaucoup de l'acting de ces gamins-là, quoi, personnellement, quoi. Ouais, ça peut... Ouais. Et du coup, bon, j'étais pas... Voilà, il y a certaines scènes émotionnelles, surtout à la fin, etc., bon, ça m'a pas pris autant. Moi, Richie, ça m'a Richie, marqué. oui, plutôt, parce que c'est peut-être le seul gamin que moi, ouais, c'est peut-être le meilleur gamin pour moi, en fait, finalement. Mais la toute fin, par exemple, il y a un côté un peu Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, avec la dague à la fin, là, qui rend fou son porteur, etc. Et à la fin, ils s'unissent pour la jeter, dans la montagne du destin, enfin, en tout cas pour la remettre à la terre, etc. Et en vrai, c'est censé me toucher, etc. Mais en fait, ce groupe de jeunes, j'ai pas été touché par eux, donc je me dis bon, j'ai problème émotionnel moi personnellement, même si la scène était très belle et que ça quand il se transforme en espèce de chauve-souris et tout là, l'image est folle quand même, hein, l'image est vraiment folle. Mais bon là, j'ai pas été touché émotionnellement par des gamins, voilà, parce que j'aime pas les gamins, voilà. C'est ça la finition, voilà, c'est ça. Ok, c'est ça la finalité. Mais par contre, les adultes, moi je trouve que ça marche plutôt bien, les adultes, surtout du côté des militaires, c'est-à-dire qu'on a ce perso, j'ai oublié le nom, voilà, qui n'a pas la peur, c'est ça, hein, qui est utilisé par l'armée parce qu'il ne ressent pas la peur. Comment il s'appelle, tu sais son nom? Leroy Hanlon. En tout cas, lui, je trouve que déjà l'acteur a beaucoup de charisme. Je trouve il joue vraiment très très bien. Il dégage un truc. Et puis c'est celui qui a la relation la plus intéressante avec sa femme, son fils, l'armée, etc., qui est un peu au centre de tout ça. Et je trouve que ouais, c'est un des persos les plus attachants. Avec sa femme aussi, je trouve sa femme qui est là qui veut défendre les droits des Afro-Américains. Ça fonctionne bien, quoi. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait le couple c'est un militaire, donc un représentant de l'État quand même et tout, avec une femme qui elle est à fond dans les manifestations et et contre le gouvernement, Ali elle est ultra engagée, et donc ouais, ça il y a une espèce d'opposition entre les deux.
Même ils en parlent, je crois, à un moment, elle en fait une référence quand elle en parle à une voisine ou je sais plus. Mais ouais, ça donne un truc très intéressant et ouais, et puis avec Will, c'est quand même intéressant la relation entre le fils et le père aussi, parce que lui, le père n'a aucune peur, comme t'as dit, mais Will, par contre, bah, il le dit à la fin, il dit mais j'ai peur, il dit mais je veux pas que tu sois comme moi et tout, et ça, je trouvais comme ça, quand même ça assez beau et tout, Ouais. tu vois. Oui, c'est ça, ça marche super bien, je trouve et je trouve que le fait qu'il a pas peur, ça marche mieux thématiquement que en fait comment c'est utilisé dans l'œuvre, parce qu'en fait le fait qu'il a pas peur, bah c'est pas tant utilisé que ça, je trouve dans Non, la pas série quoi, tellement, pour le coup. ouais. Mais c'est vrai que thématiquement avec son fils, je trouve que ça fonctionne vraiment bien quoi, la relation, et moi ça m'a plutôt pris, et même son amitié avec l'autre personnage que je trouve être le meilleur de la série, c'est à savoir Dick Halloran, qui est un personnage de l'univers Stephen Kingesque, voilà, puisque c'est le cuisinier dans l'Overlook Hotel, dans Shining, voilà, qui peut aussi shiner, voilà, qui a aussi le pouvoir du Shining. Et là, comme j'ai dit, en fait, c'est pas qu'un perso fanservice, parce que ça étend évidemment l'univers et ça utilise l'univers de Stephen King, mais pas qu'à des fins fanservice. Et c'est là que je dis, et que je pense qu'il faut peut-être, je le dis pas souvent, mais en fait le fan service c'est pas forcément un problème en soi, en fait, dans le sens où c'est pas le fait de l'utiliser qui est un problème, c'est qu'est-ce que t'en fais en fait de ce fan service, c'est un élément comme un autre finalement. Et le problème en vérité qu'on a avec le fan service, c'est qu'on s'est utilisé juste pour brosser quelqu'un dans le sens du poil, pour que t'évites de réfléchir au fait que bah, la série ou le film est mal mise en scène et n'a aucun sens scénaristiquement, mais bon, comme t'as retrouvé ton petit Harrison Ford, bon bah ça passe la pommade, tu vois. Mais là en fait ce personnage là, oui, c'est un personnage qui est dans le fanservice plus que par essence ça l'est, mais c'est un vrai personnage de la série quoi. C'est un des meilleurs persos. Il utilise son Shining de plein de manières, et la série a plein de manières de mettre en scène son don de Shining, quoi, son don de prévoyance en gros, et de voir les morts, etc. Enfin, c'est nébuleux, mais moi je trouve que bah ouais, c'est peut-être le meilleur personnage de la série, peut-être, je ne sais pas. Ouais, bah c'est un des persos qui souffle le plus aussi. C'est un des personnages qui m'aura marqué aussi. Ouais, je le trouve aussi très très bien utilisé. Voilà, le militaire, tout ça. J'aime bien. Bah, il utilise son pouvoir pour retrouver la créature et des trucs comme ça. Enfin, parce qu'à un moment il rentre dans sa tête. Enfin, c'est ça qui s'est passé plusieurs fois. Enfin, 2 fois dans la série, je crois. Et ouais, il y a un vrai truc, il y a une vraie écriture autour du personnage, et c'est vraiment intéressant, même s'il y a quand même du fanservice quand même assez grossier, genre quand à la fin il dit « Hey, je vais aller dans un hôtel, il peut rien se passer. » mais oui, c'est quand même un des meilleurs personnages de cette saison, en tout cas, oui, clairement. Donc voilà, on peut faire du bon fanservice. Voilà, t'as vu? C'est pas compliqué. Pour le coup, est-ce que t'as quelque chose à rajouter avec sur la série, Ista, peut-être? Sur la série, on n'a pas parlé de tous les persos sur le côté, parce qu'il y a le perso du père de Ronnie qui est montré comme important au début et en fait qui sert à rien quoi. Tu vois pourquoi je l'ai oublié aussi, c'est parce que vraiment il sert à rien, ouais, ce personnage là, et c'est vrai qu'il y a un enjeu qui est pas mal avec lui parce que ça parle encore de ségrégation et de comment il est traité, et il est dans une impasse en plus qui est assez inédite où bah, il est obligé de mentir parce que en fait la vérité lui ferait encore plus mal alors qu'il fait techniquement pas quelque chose de vraiment mal. Donc il y a des dilemmes qui sont assez bien retranscrits, je trouve, mais effectivement vers la fin de la série en fait tu te rends compte qu'en fait il sert pas à grand chose ce personnage là, au final il est un peu abandonné. Ouais, c'est dommage parce qu'il y avait un vrai thème aussi, ouais, et puis en fait une fois qu'ils l'ont amené dans une situation qui qu'il est sorti de prison et qu'il le cache et que ça va amener à une situation dramatique, bah derrière il n'y a plus rien quoi. Et c'est dommage quoi. Donc ouais, je pensais qu'il aurait une heure de rédemption ou quoi, mais il a rien à la fin. Au final, d'ailleurs il y a un truc dans l'écriture moi que j'ai trouvé un peu con sur la fin là quand il y a Pennywise sur la glace. Donc ils attaquent les militaires, ils leur prennent leurs armes et ils tirent pas. Mais son Pennywise, ça j'ai pas compris. Mais en fait après ça c'est là on l'a pas dit parce que après c'est peut-être du pinaillage, mais il y a plein de petites erreurs d'écriture où tu te demandes pourquoi les personnages pourquoi ils font ça, mais pourquoi ils font pas ça et tout. Bon, je vais pas m'amuser à les énumérer parce que je pense que il y a des plus gros défauts selon moi à la série, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des scènes qui n'ont pas vraiment de sens dans la manière dont elles sont construites scénaristiquement. Tu vois, tu te poses la question, tu te dis mais pourquoi ils font des choses comme ça et pas autrement. C'est vrai, je suis d'accord. Là, je sais pas, t'aurais pu dire qu'ils sont assommés ou je sais pas. Oui, mais tu pouvais trouver plein d'excuses possibles, quoi. Parce qu'en fait, t'as Leroy qui lui attaque Pennywise avec son arme, et les autres ils regardent. Genre en mode, mais pourquoi ils regardent? Enfin, en fait, ça va un peu trigger, quoi. Bon, bah voilà, c'est notre avis sur
Hit Welcome to Derry, voilà. On n'a pas détesté, mais on est un peu partagé. T'as plus aimé que moi, quand même. Ouais, moi, je me suis bien amusé. C'est ça, donc bon, on fera sûrement peut-être la saison 2 dans 2 ans, je sais pas quoi sortira, mais en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, ça nous aide beaucoup pour le référencement, à nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Acast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, La Nuit des Sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube et TikTok. Et Ista, on se retrouve très bientôt pour parler d'Avatar 3, Avatar Fire and Ash, qui est notre dernière critique de l'année. Et après, on aura les tops, les flops, etc. Mais voilà, c'est bientôt la fin, Ista. On le voit demain, techniquement. Donc, bon, on est hypé. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour Avatar, Ista. Ah bah oui, à bientôt pour la dernière critique de l'année. Ciao.